Guillotin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Et Madame Guillotin va avoir 7 minutes pour expliquer son vote. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est un budget de la sécurité sociale bien différent de ces dernières années que nous achevons d'examiner en première lecture aujourd'hui. Et pour cause, après les événements qui se sont écoulés et qui éprouvent durement notre système sanitaire et économique, y compris du fait de la situation préalable de nos hôpitaux, ce PLFSS ne pouvait être un PLFSS comme les autres. Nous sommes bien sûr face à un budget de crise. À ce titre, malgré des désaccords au sein de cet hémicycle, le groupe RDSE salue la sincérité des comptes présentés par le gouvernement. Ces comptes sont douloureux, avec un déficit du régime général de la sécurité sociale de 49 milliards d'euros, inédit, presque vertigineux. Mais il est la conséquence naturelle d'une chute spectaculaire des recettes et d'une augmentation tout aussi spectaculaire des dépenses. Oui, la pandémie et ses multiples conséquences ont durablement aggravé les comptes de la sécurité sociale qui connaissaient une embellie depuis quelques années. Mais des choix ont été faits pour tenter de préserver la santé de nos concitoyens, la santé de nos entreprises, des mesures qui étaient certes nécessaires. En ce sens, il s'agit d'un PLFSS de responsabilité et malgré le contexte, ce PLFSS de crise ne renonce pas à tout et fait émerger de bonnes mesures par lesquelles j'aimerais entamer mon propos. En premier lieu, 8,8 milliards d'euros pour la revalorisation des salaires, avec notamment une augmentation visée de 15% pour les aides à domicile et 183 € par mois pour les personnels hospitaliers et des EHPAD. Un rattrapage attendu. En second lieu, une avancée sociale majeure qui a fait débat au sein de notre hémicycle, avant d'être adoptée à la quasi-unanimité, l'allongement du congé paternité. La vision patriarcale de la société a vécu, les pères ne veulent plus être traités comme des parents de seconde zone. Aujourd'hui, l'arrivée d'un enfant est un événement qui bouleverse l'existence des deux parents qui cherchent ensemble à construire une parentalité fondée sur la proximité affective. Je ne reviendrai pas sur les nombreux bienfaits de cette mesure sur le développement de l'enfant. Je rappellerai cependant qu'il s'agit d'une véritable avancée pour l'égalité entre les femmes et les hommes, avancée très attendue par les jeunes générations et dont nous pouvons être ici collectivement fiers du large soutien apporté par le Sénat. Le groupe RDSE se réjouit également de l'adoption d'une mesure que nous avons soutenue pour faire des maisons de naissance des lieux de formation et de prévention et ainsi de les déployer sur le territoire. Nous saluons par ailleurs l'accord trouvé avec le gouvernement sur le soutien aux entreprises touchées par le couvre-feu et le reconfinement, y compris celles dépendant des secteurs directement impactés. Attaché à la défense de la ruralité et des terroirs, le groupe RDSE se félicite également des mesures de soutien apportées au secteur agricole, notamment concernant les travailleurs occasionnels et les jeunes agriculteurs, mais aussi l'allègement des cotisations sociales pour les non-salariés de la culture de la vigne ayant subi des pertes de chiffre d'affaires, combat porté par ma collègue Nathalie Delattre. Concernant l'organisation de notre système de santé, il me faut évoquer l'adoption d'un amendement que nous avons été ici nombreux à porter, qui réduit d'1 an le report de la convention médicale actuelle entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. Nous avons beaucoup parlé de l'hôpital, alors que les appels à remettre les généralistes au cœur du système se multiplient. Et à juste titre, les liens ville-hôpital sont les garants du bon fonctionnement de notre système de soins. Nos médecins libéraux sont nos personnels de premier recours, mais ils se sentent aujourd'hui oubliés. Repousser trop loin les négociations conventionnelles sur leurs conditions de travail et de tarification ne serait pas un bon signal. Les mesures de transparence adoptées par le Sénat vont aussi dans le sens d'une avancée, avec notamment une plus grande lisibilité demandée aux agences régionales de santé sur l'utilisation des deniers publics et l'allocation des ressources financières aux activités de santé. Enfin, autre mesure d'importance sur un sujet que le Sénat porte depuis plusieurs années, l'instauration d'un stock minimal de 4 mois pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Les pénuries de médicaments et de vaccins s'intensifient et mettent en danger la santé de nos concitoyens. La question de la responsabilité de l'État et des laboratoires ne doit pas être occultée. Ce sont des actes que nous attendons et je me réjouis que le Sénat tienne ferme sur ses positions. Cela étant dit, si à titre personnel, je m'abstiendrai sur ce vote du PLFSS, la majorité du groupe RDSE votera contre. Et je vais en expliquer les raisons. Hormis la réduction de la durée de prise en charge à 100% des actes de téléconsultation que nous ne pouvons soutenir dans un contexte de pandémie exceptionnelle qu'il serait illusoire de croire achever dans 6 mois,
Hormis le maintien du forfait patient urgences, qui, sans être assorti de mesures en amont, ne remplira jamais son rôle de désengorgement des urgences et ne fera qu'accroître le reste à charge des patients ou le renoncement aux soins, nous ne soutiendrons pas non plus les dispositions votées par la majorité sénatoriale au sujet des retraites. Certes, il existe un problème structurel, et nous partageons ce constat. Mais dans cet hémicycle, où nous prônons sur tous les bancs les bienfaits de la concertation, il nous semble important de défendre pour une réforme d'une telle ampleur un débat et un véhicule législatif à la hauteur de l'enjeu. Pour conclure, ce PLFSS voit émerger de bonnes mesures et quelques marqueurs pour l'avenir, telle la création de la 5e branche autonomie, même si son financement reste encore à préciser. Mais d'une part, l'État persiste à ne pas compenser certaines charges indûment confiées à la sécurité sociale, contrairement à l'esprit de la loi Veil de 1994. D'autre part, l'augmentation de l'Ondam est cette année conjoncturelle et répond surtout à la crise. Permettez-moi donc de rappeler, Madame la Ministre, que des changements majeurs sont attendus, notamment depuis le Ségur de la santé, auquel aucun texte n'a pour l'heure répondu. Espérons donc que dans les prochains mois, une nouvelle réforme d'organisation du système de santé verra le jour pour concrétiser, conformément aux engagements du Gouvernement, les attentes fortes des Français, des professionnels et des élus pour une organisation qui laisse davantage de place à la proximité, la décentralisation et la souplesse pour les acteurs de terrain. Espérons aussi qu'elle ne subisse pas le même sort que la réforme des retraites et du grand âge, trop de fois reportée. De grands défis vous attendent. Ils ne doivent plus aujourd'hui être repoussés. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à notre collègue